Oui, on voit Fabienne. Parfait, merci. Ok, donc tous les ans, vous avez le droit à une petite présentation sur la grippe. Et tous les ans, c'est les mêmes problématiques. La pathologie reste toujours la même, les facteurs de risque et les patients en risque de forme grave restent toujours les mêmes. Et puis la couverture vaccinale reste malheureusement toujours la même, voire moins bien. Donc là, cette année, on a regroupé la pathologie grippale, pas que grippale, mais on va en parler, étendre la problématique sur les infections respiratoires aiguës virales. Alors, l'automne arrive, les infections respiratoires aussi, c'est assez classique. La faute à qui? Donc, la faute à qui? On a trois virus principaux, vous les connaissez bien, donc le virus de la grippe, le SARS-CoV qui nous pourrit bien la vie depuis quelques années, et puis le virus respiratoire syncytial qu'on connaît aussi depuis très longtemps, mais pour lequel on a un regain d'intérêt depuis justement l'épidémie Covid. Alors, il n'y a pas que cela aussi, vous avez aussi le métapneumovirus humain qui commence à poser quelques soucis aux États-Unis. Il y a beaucoup d'infections pulmonaires qui mettent en cause le métapneumovirus humain, des adénovirus, rhinovirus, les virus para-influenzae et les autres coronavirus saisonniers, donc moins virulents que notre SARS-CoV-2. L'épidémiologie, elle reste la même. La période épidémique se situe entre novembre, voire octobre et avril dans l'hémisphère nord. Historiquement, donc depuis 2020, la dynamique pandémique de la Covid a impacté l'épidémiologie donc des différents virus. Je déplace juste ça, voilà. Les différents virus, on a bien vu que lors de l'épidémie Covid, les mesures de protection ont permis de limiter l'impact et de l'épidémie grippale au décours de cette épidémie Covid. De même qu'on a constaté aussi, mais je sors un petit peu du champ du sujet d'aujourd'hui, des problématiques du méningocoque qui ont aussi bien baissé grâce justement aux mesures de prévention. En mars 2020, la surveillance des syndromes grippaux a été donc élargie, a été remplacée par celle des infections respiratoires aiguës, qui étaient définies par une apparition brutale de fièvre ou de sensation de fièvre et de signes respiratoires. Ceci afin en effet de permettre une surveillance un peu plus complète des virus respiratoires. Au fil des ans, quand on regarde sur le plan grippal, les hivers se suivent et ne se ressemblent pas. Si on prend pour les derniers hivers, l'hiver 2020-2021, comme je l'expliquais tout à l'heure, en pleine pandémie, on n'a pas eu de circulation active des virus grippaux, pas d'épidémie grippale. En 2021-22, on a eu une phase pré-épidémique qui était longue, qui avait débuté en décembre 2021 et avec une épidémie grippale atypique d'intensité modérée avec un pic tardif qui avait été observé donc début avril. Donc c'est la petite courbe violette. Et puis donc l'épidémie 2022-2023, il y a eu deux vagues distinctes que vous avez donc ici, donc cette première partie-là, marquée par des virus qui étaient différents, principalement portés par le virus donc A H3N2, qui a été donc observé jusqu'à mi-janvier, puis suivi d'un petit rebond épidémique, principalement dû cette fois au virus B Victoria. Donc, ça a été une durée exceptionnellement longue de cette épidémie de grippe au niveau national, parce qu'on a parlé de 19 semaines, avec une sévérité particulièrement marquée de l'épidémie chez les 15-64 ans. Ce qui a eu aussi comme particularité, c'est que la saison hivernale 2022-2023 a été marquée aussi par la co-circulation virale inédite, non seulement de la Covid, mais en plus du VRS, qui a donc entraîné une triple épidémie de grande ampleur au cours de cet hiver et occasionnant donc une forte tension de l'offre de soins. Donc, il y a eu un rétex qui a été organisé par la Direction générale de la santé et mobilisant donc la DGS, la Direction générale de l'offre de soins, la Direction générale de la cohésion sociale, les agences sanitaires nationales et puis les caisses d'assurance maladie. Et depuis, on parle essentiellement donc d'infection virale aiguë, d'infection respiratoire pardon, aiguë virale, avec une approche qu'on va appeler syndromique. Donc, c'est défini dans ce document que vous avez sur la droite, qui est téléchargeable, donc de la stratégie nationale de prévention des infections respiratoires aiguës virales, qui a donc été élaborée sous l'égide de la Direction générale de la santé. Pour l'hiver 2023-2024, on a eu une épidémie de grippe qui a démarré fin décembre, mais qui s'est terminée plus précocement, donc fin février, avec une durée en gros d'une dizaine de semaines, et majoritairement due au virus de type A H1N1.
Donc, ce qu'on peut dire, là aussi, bon, je vous représente là aussi avec la co-circulation des trois virus, donc Covid, grippe, VRS, avec une ampleur un petit peu moins importante sur l'hiver dernier. Et là, si vous regardez dans cette partie, là, on retrouve donc fin d'année 2023, donc le petit pic. Et puis ça, c'est le début de l'année 2024, hein, le pic. Et donc, vous avez la circulation de ces virus, mais avec un impact qui a été beaucoup moins important quand on voit le VRS par rapport à l'année précédente. Là, c'est juste une petite diapo pour parler des infections respiratoires aiguës virales en établissements médico-sociaux. Donc, on retrouve bien évidemment le pic, ils sont impactés de la même façon, hein, avec le pic Covid, le pic de grippe, la petite présence du VRS. Et puis là, on arrive déjà, donc la semaine 40, donc c'est la semaine dernière, on revoit là un pic, une éclosion de cas de Covid, même si malgré tout, on constate une toute petite décroissance sur le plan national. Alors, quelle va être la saison 2024-2025? Bon, on n'en sait rien. Vous avez pu voir que sur toutes ces années, aucun profil n'a été identique. On anticipait parfois les épidémies en fonction de ce qui s'était passé dans l'hémisphère sud, puisque bien évidemment la grippe de l'hémisphère sud arrive avant nous et que parfois on pouvait éventuellement essayer d'anticiper en se collant sur ce qui avait pu se passer dans l'hémisphère sud. Mais même ça, ça ne tient plus tout à fait. Alors, la situation actuelle, ça, c'est les données de Santé publique France les plus récentes que j'ai pu avoir, même s'il y a eu quelques petites modifications, vous allez voir après. Donc là, actuellement, on a, sur le plan grippe, on est plutôt encore dans le vert, mis à part La Réunion qui est en pleine épidémie depuis la semaine 39, donc il y a une quinzaine de jours. Concernant tout ce qui est bronchiolite, là, cette fois, c'est la Guyane qui est en période épidémique. Et puis, vous avez donc sur la dernière petite carte de France, donc les cas de passage aux urgences pour la Covid. Et on voit bien qu'il y a donc une petite ascension des consultations aux urgences pour des infections Covid. En Bourgogne-Franche-Comté, eh bien, on a quand même, malgré tout, par rapport aux années précédentes, une activité de grippe par SOS qui est un petit peu plus élevée par rapport aux courbes des années précédentes, mais qui pour le moment n'impacte pas les services d'urgence. Là, on est à peu près similaire aux autres années précédentes. Concernant la bronchiolite, c'est pareil, on est plutôt il n'y a pas de pic actuellement, on est plutôt dans des situations classiques. Et puis pour la Covid, donc comme je vous l'ai dit, on est là c'est un document qui est un petit peu plus récent par rapport à la diapositive d'avant, où là on était encore en train de parler vraiment de la montée, de l'ascension des cas de Covid et qui touche préférentiellement donc pour le moment les 15-44 ans. Alors, ça commence toujours pareil. Les symptômes de toutes ces infections respiratoires aiguës virales, ben voilà, on a de la fièvre, des maux de tête, la fatigue, le nez qui coule, les frissons, des courbatures, mal de gorge. Bon, qui n'a pas ressenti ça? Le plus souvent, bah, l'évolution va être favorable en quelques jours. Et puis, bah, malheureusement, quel que soit l'agent pathogène en cause, bah, ça peut parfois être grave, avec des complications possibles. Donc, soit d'emblée une pléopathie inaugurale, soit des atteintes myocardiques, péricardites et encéphalite et hépatite, hein, le virus, ça va un peu partout. Il peut y avoir, et c'est ça qui en fait aussi toute la gravité, des décompensations d'une comorbidité. Ça se surinfecte et donc des complications à type d'otite, sinusite, et on peut aller jusqu'au sepsis et au décès et des tableaux d'insuffisance respiratoire aiguë. La transmission, ben, pour tous ces agents pathogènes, voilà, il y a le contact direct via la salive, le plus souvent donc transmission gouttelette, les éternuements, la toux, les mains, mais aussi donc par contact indirect. Les mesures barrières, bah, vous les connaissez toutes, restent les mêmes pour ces trois agents et pour ces autres agents pathogènes, hein, donc l'aération, se moucher régulièrement et jeter les papiers dans la poubelle, éternuer dans son coude, port du masque et bien évidemment hygiène des mains. Je ne vous fais pas l'affront de vous expliquer. Concernant les autres mesures de prévention, bah, on a la possibilité d'avoir accès à la vaccination et on a aussi des possibilités thérapeutiques. Concernant la vaccination antigrippale, ben, les questions restent toujours les mêmes. Les points forts, c'est que ça permet quand même d'éviter une partie des contaminations. Si on n'est pas contaminé, ben, on n'a pas de cas secondaires et on peut espérer casser la chaîne de contamination. Ça permet aussi peut-être d'avoir une immunité de groupe protectrice autour des sujets les plus fragiles, qui eux, parfois, malheureusement, répondent moins bien à la vaccination. Ça éviterait environ 2000 décès par an et donc ça permettrait aussi d'avoir un peu moins de pression sur le système de santé. Les points faibles, c'est que le vaccin n'est pas toujours parfaitement ciblé contre la souche qui circule. On estime que la protection est d'environ 70%.
Une moins bonne efficacité, bien évidemment, chez les sujets âgés de par ce qu'on appelle l'immunosénescence ou les patients immunodéprimés. Et ce sont eux qui sont les plus à risque, bien évidemment, de faire des formes graves. On est parfois obligé, pour avoir une protection optimale, de proposer une dose de rappel. En tout cas, c'est ce qu'on fait, nous, quand on a en consultation. Alors là, c'est des patients très immunodéprimés. Moi, quand je vois en consultation des patients greffés de cellules souches hématopoïétiques, on leur fait une dose et on leur fait un rappel un mois après. Ils ont droit à 2 doses. Parfois, donc pour les gens plus âgés, il peut arriver qu'on fasse donc une dose au début de la campagne vaccinale et qu'on refasse une dose au printemps. Ça pourrait être un moyen aussi de les protéger, de mieux les protéger. Concernant la campagne vaccinale saison 2024-2025, donc elle a débuté depuis le 15 octobre. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un espèce de caractère imprévisible de la dynamique des épidémies de grippe saisonnière. Donc, c'est soit on va vacciner trop tôt et ben, malheureusement, on sera avec un vaccin qui ne permettra pas non plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'avoir une protection dans la durée. Et donc, au moment où il y aura le pic d'éclosion de la circulation virale, ben, malheureusement, on aura moins l'effet protecteur de la vaccination. Soit on s'y prend trop tard et malheureusement, les gens ont été la plupart contaminés avant. Donc, c'est compliqué. On a la problématique donc du développement d'un indicateur de qualité et de sécurité de soins, donc concernant la couverture vaccinale antigrippale du personnel hospitalier, donc de façon à sensibiliser et promouvoir la vaccination antigrippale des personnes éligibles et des professionnels de santé, tout en rappelant les mesures barrières, bien évidemment, que vous connaissez bien. Donc là, vous avez la possibilité, bien évidemment, d'utiliser cet outil de traçabilité de la vaccination antigrippale. Donc, c'était le document de l'année dernière, mais c'est renouvelable cette année. Le but étant d'essayer de rattraper aussi, en particulier aussi les professionnels qui auraient pu être vaccinés en dehors du système de santé, c'est-à-dire en dehors de la santé au travail, qui auraient pu être vaccinés à l'extérieur. Alors, c'est assez rare et c'est probablement peanuts dans le nombre de professionnels vaccinés qui seraient passés hors du cycle classique. Mais bon, peut-être que ça permettrait quand même de donner des courbes un petit peu plus précises et des pourcentages un petit peu plus précis des professionnels vaccinés. La composition du vaccin. Alors, les vaccins antigrippaux pour la saison grippale, dans l'hémisphère nord, l'OMS a recommandé des vaccins trivalents. Alors, ne soyez pas surpris parce que dans votre pharmacopée, vous aurez encore des vaccins tétravalents. Mais malgré tout, l'OMS a recommandé des vaccins trivalents. Donc, parce qu'il n'y a eu aucune détection de virus de la lignée B, ce qu'on appelle lignée B Yamagata, n'a été confirmée depuis mars 2020. Donc, dans les vaccins classiques que nous avions, donc dans les tétravalents, nous avions 2 souches A et 2 souches B. Donc, normalement, l'OMS recommanderait de n'utiliser plus que 3 souches, donc 2A et la souche B Australia. Voilà, donc les autorités nationales ou régionales doivent prendre des décisions concernant la transition vers des vaccins antigrippaux trivalents, donc ce qui n'est pas le cas encore. En tout cas, en Bourgogne-Franche-Comté, on a encore des tétravalents et je pense que sur le plan national, ça va être le cas. Donc, ce sont des vaccins qui sont dosés normalement avec une 15 microgrammes donc d'hémagglutinine. Nous avions à disposition jusqu'à l'année dernière le vaccin Effuelda pour lequel nous avions quand même fait bonne presse, d'autant plus que la Société française de gériatrie et de gérontologie avait recommandé depuis 2022 cette vaccination avec un vaccin qui était 4 fois plus dosé puisqu'on arrivait à 60 microgrammes d'hémagglutinine, donc un petit peu plus de réaction locale possiblement à l'injection, mais en tout cas une meilleure immunogénicité, d'autant plus chez les gens de plus de 65 ans. Malheureusement, le laboratoire Sanofi a dénoncé la fin de la commercialisation du vaccin Influenza, qui était donc lié à la politique des pouvoirs publics qui tirait donc les prix à la baisse. Donc, on trouve le vaccin, nos voisins belges, nos voisins suisses, et je pense qu'il y en a d'autres, ont accès à l'Influenza, mais nous, probablement que les autorités sanitaires ont souhaité baisser le coût et le laboratoire a estimé que c'était non concevable. Donc, il est retiré du marché français, ce qui est quand même bien dommage. Le traitement antiviral, alors concernant la grippe, hein, donc les inhibiteurs de la neuraminidase, l'oseltamivir ou le Tamiflu, qui sera actif sur les types A et B, ça permettrait une réduction de la durée de la maladie, en tout cas surtout une réduction de l'excrétion du virus et donc possiblement une réduction aussi de la transmission virale, possiblement une réduction de la sévérité des symptômes si c'est pris dans les 48 heures.
du début des symptômes, mais on a quand même une efficacité extrêmement limitée de cette thérapeutique. La couverture vaccinale des sujets éligibles à la vaccination, en sachant là aussi que l'OMS estime que l'objectif de couverture vaccinale dans tous les groupes cibles, dont les professionnels de santé, serait de 75%. Ce n'est pas que les patients, c'est aussi les professionnels de santé. La cible à atteindre, ce serait 75%. Donc, voici la couverture vaccinale des sujets éligibles à la vaccination. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Pour les plus de 65 ans, on arrive à 54%. Pour les moins de 65 ans à risque, on baisse d'année en année. Et voilà, donc je pense que les chiffres suffisent à eux-mêmes. La couverture vaccinale des sujets éligibles à la vaccination sur le plan des données régionales en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, pour les plus de 65 ans, on est péniblement à 53% et donc à 26,3%. On reste dans la moyenne, hein, mais on ne se démarque pas dans le positif. La couverture vaccinale grippe des résidents en EHPAD, qui était toujours plutôt bien, reste relativement satisfaisante, mais là aussi, on constate au fil des ans quand même une petite baisse de ces taux de couverture vaccinale, voilà, baisse des taux vaccinales. La Franche-Comté reste à peu près aussi dans les normes nationales, même si elle est un petit chouïa en dessous. Si on regarde donc les résidents des autres établissements de santé, voilà, donc c'est très inférieur à ce qui est souhaité et je ne vous parle pas des professionnels, puisqu'on atteint, alors dans le meilleur des cas, oui, 26%. Là, c'est la couverture vaccinale des professionnels de santé en établissement de santé. Alors, je n'ai pas de données 2023-2024. Voilà, donc en tout cas, elles ne sont pas à disposition et en tout cas à diffuser. Donc pour le moment, oui, on voit bien quoi, là, 2018-2019, avant la phase Covid, on arrivait quand même à du 35%. Et donc 2021-2022, on est à 22% et on doit être à peu près dans ces taux-là, 20-21% à peu près pour les années qui suivent. Mais je n'ai pas de chiffres officiels à pouvoir vous communiquer. On change de virus, donc le virus respiratoire syncytial, VRS, je pense que tout le monde le connaissait, l'agent, je ne sais pas pourquoi ça passe sans que je demande rien. Le virus, il est constitué d'une protéine F de fusion de surface, c'est donc la cible des vaccins. C'est ce qui permet essentiellement l'entrée du virus. Il y a une fusion entre l'enveloppe virale et, ben, je ne sais pas pourquoi, et les cellules épithéliales des voies respiratoires. Donc, c'est ça qui est ciblé par les vaccins. Et puis, vous avez la glycoprotéine, ou la glycoprotéine G, qui est une glycoprotéine d'attachement. En fait, voilà, il y a la glycoprotéine G qui attache sur les cellules des voies respiratoires et la protéine F de fusion qui permet donc l'entrée du virus dans les cellules. Alors, le VRS, c'est une infection possible à tout âge. Donc, on le connaissait bien pour les bronchiolites, hein, le principal agent de la bronchiolite chez le nourrisson. La crise Covid a permis de démasquer en fait la présence de ce virus qui ne touche pas que la population pédiatrique et qui est aussi un agent important de maladies respiratoires et en particulier de complications cardiovasculaires, en particulier chez les gens qui sont donc fragiles. Donc, tous les gens qui sont avec une décompensation ou une pathologie cardio-respiratoire sont plus à risque de décompensation de cette pathologie en cas d'infection VRS. Donc les adultes, donc oui, je vous ai dit déjà stentés, bronchopathes et donc insuffisants cardiaques, exposés donc au VRS, ont beaucoup plus de risques d'évoluer vers une infection grave. Vous avez donc chaque année, chez les plus de 65 ans, à peu près 280 000 infections diagnostiquées, 25 000 hospitalisations et 1800 décès, dont la problématique aussi est souvent la surinfection et le pneumocoque étant là aussi celui qui amène malheureusement les gens vers le décès. Donc, je ne parle pas de la vaccination pneumocoque puisqu'on parle d'infection virale, mais là aussi, je pense qu'il faut penser à vacciner nos personnes âgées du pneumocoque. Donc, c'est un fardeau au niveau de la santé publique et qui est souvent malheureusement sous-estimé. Les vaccins, alors nous avons la possibilité d'avoir
trois vaccins, en tout cas deux vaccins sont à disposition, un troisième est en attente de validation. Donc, on a ce qu'on appelle l'Abrysvo, qui est un vaccin bivalent qui protège donc contre les virus A et B. Il est recombinant sans adjuvant et la politique récente, c'est de proposer la vaccination aux mamans au 8e mois de grossesse, donc entre les 32e et 36e semaines d'aménorrhée, de façon à permettre d'entraîner une immunisation passive du bébé et une protection au moins les 6 premiers mois de la vie du petit qui va arriver au monde. Ce vaccin peut être co-administré avec le vaccin contre la grippe. La seule problématique, il faut quand même respecter un intervalle minimum de 2 semaines entre l'administration d'Abrysvo et l'administration du DTP, et en particulier de la prévalence coqueluche. Vous savez très bien que là aussi, on fait du cocooning à bébé à venir en vaccinant systématiquement à chaque grossesse la maman à partir du 5e mois jusqu'au 8e mois, donc à partir de 20 semaines d'aménorrhée jusqu'à 36. Donc là, il faut un petit peu calculer quand on arrivera justement à ces mamans qui vont mettre au monde leurs petits au moment de la période épidémique VRS, de leur proposer suffisamment tôt la protection coqueluche et d'attendre un délai de 15 jours pour leur proposer la vaccination contre le VRS. Donc ce vaccin Abrysvo est désormais remboursé dans cette indication. Euh, voilà, donc je vous avais expliqué, oui, je vais pas expliquer pourquoi est-ce qu'il fallait attendre un petit délai d'une petite quinzaine de jours. C'est qu'en fait, les études immunologiques auraient constaté qu'il y avait probablement une moins bonne réponse, une protection moins évidente de la coqueluche si on avait co-administré ces vaccins ou si on les avait administrés de façon un petit peu trop rapprochée. Nous avons aussi Arexvy des laboratoires GSK, qui est un vaccin monovalent. Alors, je ne sais pas s'il va aller bien loin, celui-là, parce que je ne vois pas pourquoi on prendrait contre un seul, mais bon, qui pour le moment est quand même sur le marché. Celui-ci est avec adjuvant, donc probablement là aussi une réaction locale peut-être un petit peu plus importante. Donc, ces deux vaccins, que ce soit Arexvy ou Abrysvo, sont validés pour la vaccination saisonnière des sujets âgés de 75 ans et plus, ainsi que pour la vaccination des sujets âgés de 65 ans et plus et qui présentent des pathologies respiratoires. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un vaccin ARN qui est en attente d'approbation par l'Agence européenne du médicament. Concernant ces vaccins-là, ils ne sont encore malheureusement pas remboursés. Donc, ils sont probablement disponibles en pharmacie, en officine de ville, mais pour le moment pas encore accessibles à la vaccination dans cette indication-là. Ça ne saurait tarder. On a la possibilité, on l'avait déjà avant, de protéger, alors ce n'est pas un vaccin, hein, c'est un anticorps monoclonal, ça a été beaucoup pris, confondu comme un vaccin, puisque c'est sous forme injectable, mais ce n'est pas un vaccin du tout, c'est un anticorps monoclonal, donc avec une injection unique. Avant, nous avions un autre anticorps monoclonal qui s'appelait Synagis, je crois, mais qui nécessitait plusieurs injections. Là, on a donc la possibilité d'avoir ce médicament-là qui s'appelle Beyfortus, qui est en injection unique, parce que ça a une longue durée d'action. Et donc, pour protéger le petit bébé. Donc, l'immunisation est recommandée pour tous les nourrissons de moins de 6 mois avant la saison épidémique, qui va donc de septembre à avril, le tout nouveau-né qui naît durant donc, cette période. Donc, en fait, c'est qui va bloquer comment dirais-je, l'entrée ou la fixation du virus et par sa glycoprotéine au niveau des cellules. Hein. En fait, il se met à la place, il empêche l'introduction du virus respiratoire syncytial au niveau des cellules pulmonaires. Donc, on a deux possibilités donc, de prévention des infections bronchiolites. Donc, à la fois la vaccination de la maman et ou donc la proposition de proposer donc l'anticorps monoclonal au nouveau-né. Concernant le vaccin, concernant le SARS-CoV-2, c'est les dernières données que j'ai. J'en ai pas de plus récentes qui sont disponibles donc sur le site Santé publique France et CNR Virus. Actuellement, on a une circulation toujours dominante du variant JN1, qui sont tous des variants ou sous-variants de Omicron. On a un soulignage KP3.11 là, qui représente plus de la moitié des variants circulants. Alors, comme à chaque fois, tous ces sous-variants-là ont probablement une transmissibilité accrue et une capacité donc renforcée à échapper à la neutralisation par les anticorps. Donc, pour le moment, les vaccins restent les mêmes vaccins avec peut-être un risque d'épuisement de l'efficacité vaccinale, mais pour le moment, il n'y a pas de modification dans les vaccins à disposition concernant les vaccins donc ARN. Les recommandations vaccinales Covid, donc depuis 2022, on a des campagnes de rappel dites d'automne pour les plus de 65 ans, les populations à risque de forme grave et leur entourage, quel que soit leur âge, les professionnels de santé,
et donc couplé avec les campagnes de vaccination contre la grippe. Depuis 2023, il y a des campagnes de rappel dites de printemps, donc pour les plus de 80 ans, les résidents d'EHPAD et les USLD, les personnes immunodéprimées et les personnes considérées à très haut risque de forme grave, quel que soit leur âge. La couverture vaccinale des sujets à risque, je n'ai pas de données pour les moins de 65 ans à risque pour 2022-2023. Donc voilà, donc on est en gros là à 12% pour les moins de 65 ans à risque, 30% pour les plus de 65 ans. Il y a la possibilité de réaliser donc la co-vaccination. Donc, elle a été réalisée que 8-9% en 2022-2023, mais visiblement, la co-prescription pose moins de soucis. Au moins, on a mal en une fois, on n'en parle plus. Donc, on atteint presque 30% en 2023-2024. Concernant les données régionales, eh ben, on est à peu près dans les données nationales. Donc, on est proche de 30% à peu près pour les 65 ans et plus, et donc à 12,5% pour les moins de 65 ans à risque. Concernant les résidents et les professionnels en EHPAD, pour les données 2023-2024, voilà, donc 68% des résidents en EHPAD seraient vaccinés Covid. Voilà, donc des résidents en EHPAD, hors EHPAD, donc 50, presque 53%, 48,3% des résidents d'établissements handicapés et 18,8% pour les résidents des autres ESMS. Concernant les professionnels de santé, voilà, donc on est à des taux relativement faibles. On est à 9,9% pour ceux qui exercent en EHPAD, 11% pour les libéraux et 12,2% pour ceux exerçant en établissement de santé. Alors, il n'y a plus d'obligation vaccinale, en fait, hein, selon le décret du 13 mai 2023. Il y a une suspension de l'obligation de vaccination contre la COVID-19 des professionnels de santé et des étudiants. Malgré tout, elle reste toujours recommandée pour les professionnels qui sont en contact régulier avec les personnes immunodéprimées ou vulnérables. On a la possibilité, je ne parle pas de tout le traitement à disposition dans le cas d'une infection Covid, mais on a éventuellement la possibilité de proposer le Paxlovid pour les gens à risque de forme grave ou à très haut risque de forme grave. Donc, idéalement, après, ce serait dans les 5 jours qui suivent l'apparition des symptômes. C'est des sujets plutôt pas oxygéno-requérants, mais avec une problématique de beaucoup d'interactions. Donc, il faut avoir vraiment à disposition la liste de tous les médicaments pris par le patient avant la prescription de ce type de molécule, parce qu'il y a malheureusement pas mal d'interactions. Là, c'était juste parce qu'on nous avait demandé, mais je pense qu'on va reparler peut-être un petit peu après, de voir éventuellement les délais d'incubation, de contagiosité et de voir à peu près à quel moment on peut lever les précautions. Là, j'ai la petite liste des virus. Alors, c'est un site québécois qui est plutôt pas trop mal fait, qui peut parfois être discutable, parce que par exemple, le virus respiratoire syncytial, on estime que l'incubation, c'est de 2 à 8 jours. On parle plutôt d'une moyenne de 5 jours. Alors, jusqu'à disparition des symptômes, parfois, il peut arriver que dans certains cas, et en particulier chez les gens les plus fragiles, ça peut être jusqu'à 3 semaines de symptomatologie. Concernant influenza, en général, l'incubation, c'est 1 à 2 jours. Là, il parle de 3 jours, mais c'est souvent 1 à 2 jours avant le début des symptômes qu'on a une crise de contagiosité. C'est en général, on dit classiquement 7 jours post début des symptômes. Enfin voilà, je vous ai mis ce petit document qui est peut-être pas mal parce qu'il est assez synthétique. Et je crois que j'en ai fini. Je ne sais pas si vous avez éventuellement des questions, des interrogations, si vous voulez qu'on développe autre chose, en sachant, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je peux difficilement innover d'une année à l'autre. Mais voilà, donc la petite modification par rapport aux autres années, c'était de vous présenter dans sa globalité la problématique des infections virales respiratoires hivernales. Merci Fabienne pour ta présentation très complète. Bon, j'ai pu rater le compte de Patricia, hein, donc je ne suis pas Patricia Baluet. Il y avait une petite question. On nous parlait d'un vaccin combiné grippe-Covid. Non, c'est toujours pas d'actualité. Enfin, voilà, c'est trop.
trop compliqué. Visiblement, c'est pas au point. Donc oui, c'est ce qu'on espère bien, mais c'est pas à disposition encore. Peut-être l'année prochaine? Peut-être, Il y a- mais Au, ça a l'air très compliqué. ouais. Au niveau du chat, il y a une question sur la durée d'isolement Covid, je pense. Ben, je crois que ça change pas. Alors, je crois qu'on parle de 14 jours, c'est ça, dans le cas de Nathalie, tu me reprends si je Oui, me oui, c'est trompe, mais ça. on Ça est n'a pas toujours, changé ça depuis n'a le pas changé. début. Moi, j'ai une question, Fabienne. Peut-être, on voit là tout de suite qu'il y a une recrudescence des cas groupés de Covid dans les Mm. établissements médico-sociaux et parfois même dans les établissements de santé. Mais du coup, la question se pose davantage peut-être dans les collectivités pour personnes âgées. Donc, on identifie, on documente souvent les premiers cas, on identifie des cas épidémiologiques que l'on ne teste pas systématiquement parce que on considère qu'à partir du moment où ils présentent la même symptomatologie, si on arrive à documenter un lien épidémio avec Ouais. les personnes malades, Ouais, je veux bien. on arrive à une situation où, au moment où on va commencer la vaccination contre le Covid, comment on arbitre et comment on s'organise finalement dans ces structures-là? Est-ce qu'on considère que eh ben, on attend pour les plus de 3 ans, les plus de 80 ans, 3 mois pour vacciner tout le monde? Ouais. Enfin, quel conseil tu Écoute, peux il y a donner? malheureusement rien de tranché, rien d'écrit là-dessus, hein. Je sais qu'on avait eu une sollicitation il y a quelques semaines. J'avais un peu répondu, je ne sais pas si d'ailleurs la personne avait reçu mon mail correctement. C'est que probablement qu'il y aura des trous dans la raquette, c'est-à-dire que soit en effet on estime, parce que c'est soit on estime qu'en effet on n'a aucune preuve virologique de cette infection, mais il y a eu voilà, une épidémie dans un foyer, bah, on part pour, ils ont plus de 80 ans, on peut se permettre en effet peut-être d'attendre la prochaine, enfin les 3 mois réglementaires pour les plus de 80 ans. Mais peut-être que ces gens-là, ils n'ont pas fait un Covid, ils ont fait un VRS, peut-être que, je ne sais pas, j'aurais pas la certitude, mais en effet, si on a une vague, ou alors aussi, on a aussi la problématique des gens qui vont être positifs, mais très peu symptomatiques. Donc, on ne va pas tester parce qu'on va dire non, puis on va dire, bah, si, tiens, il n'a pas été symptomatique. Donc, c'est bon, je vais leur vacciner. Après, quelle est la dangerosité si malheureusement on les a vaccinés trop tôt par rapport à la date qui était prévue? C'est possiblement peut-être une réaction d'intolérance un petit peu plus sévère, ce qui est possible, ce qui avait été décrit au tout début des campagnes de vaccination où des gens vaccinés, ne sachant pas qu'ils avaient pu être infectés auparavant parce qu'on n'avait pas les moyens diagnostiques à l'époque, faisaient des réactions d'intolérance assez importantes à la vaccination, et peut-être parce qu'ils avaient un taux d'anticorps trop élevé, et c'était un petit peu la réaction cytokinique ben, ce sera peut-être le cas. Donc, je pense que si on a quelques cas, on confirme que c'est du Covid, et puis on a une extension des cas positifs avec les mêmes symptomatologies, et ben, on va se dire que oui, possiblement, puisque ce sera probablement une infection Covid pour toute cette population-là, et on reprendra la vaccination 3 mois par rapport à cette symptomatologie. Je le ferai comme ça. Oui, merci. Mais j'ai pas la science infuse. Et puis, on ne trouve, enfin, moi, je n'ai rien trouvé, puisque je te dis, Nathalie, la question a été posée il n'y a pas longtemps. J'ai fait un peu de recherche, je n'ai pas trouvé de réponse officielle, quoi, hein. Moi, j'ai une petite question par rapport à la vaccination de la grippe de la vie de l'OMS, qu'elle a dit qu'il faut passer à la trivalente et pas la tétravalente. On Ouais. sait pourquoi? C'est... Ah, c'est ce que j'explique. J'ai dit qu'en fait, il ne circule plus la forme Yamagata. Ah, c'est pour ça. OK. Voilà, depuis 2020, ils estiment qu'il n'y a plus. Alors, voilà, ça c'était des recommandations de l'OMS. Voilà, mais pour le moment, en tout cas, nous, on a toujours des tétravalents à disposition, hein. Mais c'est parce que la forme B Yamagata ne circulerait plus depuis 2020, donc ils sont estimés qu'on pouvait le retirer des valences OK. vaccinales. Mm. OK. Ça, c'était au cas où, parce que je pense que la question ne se posera pas. On a actuellement encore des tétravalents. Mais ne pas être surpris si un jour on dit, tiens, on passe à des trivalents, quoi. Ouais, juste une précision, Fabienne. Oui. Si j'ai bien compris, le vaccin pour le VRS n'est pas remboursé. Alors, pour le moment, il a été pris à partir de, il est pour les femmes enceintes actuellement, il est remboursé. Il y a une prise Remboursé? en charge.
Pour les personnes de plus de 75 ans, pour le moment, c'est pas encore remboursé. Il est à disposition de l'officine, mais il n'est encore pas. Voilà. D'accord. Merci. Ben, de rien. C'est ce que je disais, ça ne saurait tarder, mais Mm. est-ce qu'il y a des cas de réinfection documentés sur le SARS-CoV-2 dernièrement? De réinfection, c'est-à-dire quoi? Il y a eu une infection récente et une réinfection malgré la vaccination? J'ai pas notion, non. Je sais pas, il y a d'autres questions dans le chat. Alors non, j'ai pas de notion là. Vraiment là pour le moment, celui qui circule, c'est vraiment le JN1 et puis c'est surtout le sous-lignage KP311, je crois, qui circule. Fabienne, tout à l'heure, tu as dit que quid de la saison hivernale à venir? Moi, Ouais, j'étais encore resté dans le... Parce qu'en fait, les Américains le font toujours. Ils vont regarder ce qui se passe dans l'hémisphère sud pour ouais, quand même leur donner une idée. ouais, Moi, ouais, j'ai vu que ouais. dans l'hémisphère Bah sud, c'est écoute, tu surtout sais, quand il y avait eu, H3N2. alors c'était pas la période épidémique, mais c'était celle qui a suivi la vague épidémique du Covid, où en Australie, ils avaient eu très très tôt des cas, mais vraiment très tôt. Du coup, il y avait eu une espèce de petit emballement. Malgré tout, la campagne vaccinale chez nous en France, elle est toujours à peu près mi-octobre, voilà, 15, entre le 15 et le 18 octobre. Et la question s'était posée de se dire, justement, parce que l'hémisphère sud avait eu un grand boom début, de se dire, bah, on va peut-être arriver trop tard. Et puis, en fait, on n'a pas eu du tout le même profil épidémique dans l'hémisphère nord. Donc, on a le sentiment que, oui, est-ce qu'on peut toujours se fier à ce qui se passe dans l'hémisphère sud? Je ne suis pas sûre. Ok, merci. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, attends toujours à... oui, je crois que c'est ça, oui. Alors, c'était 3 cas. Est-ce que c'est 7 jours? C'est pas moins? C'est pas 5 jours? Non? Par rapport aux critères de signalement, vous voulez dire? Ouais, Je crois que c'était 3 cas en 4 jours pour les critères de ouais, signalement. ouais. Et je pense que oui, on Oui, peut l'étendre à toutes les infections respiratoires aiguës, oui. c'est ça. Par rapport à la vaccination VRS, Ouais. on a la vaccination VRS pour les femmes enceintes et pour les bébés. C'est Enfin, pas une vaccination pour les oui, bébés. oui, les anticorps Ouais, ouais, monoclonaux. ouais. Ouais, je pense, bah, tu l'as pas dit, mais je pense que tout le monde a compris. C'est soit l'un, soit l'autre. Oui, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est pas les C'est pas deux. l'un et l'autre. Alors après, si c'est Ouais. l'un et l'autre, pourquoi pas, hein? Je pense pas Mm. qu'il y ait de réelle contre-indication. Tu te Mm. surprotèges, mais c'est vrai que c'est deux manières d'éviter, si possible, l'épidémie d'infection VRS. En effet, c'est soit en effet on protège la maman, soit on propose au bébé le Beyfortus. Mm. C'est, Ouais, en fait, c'est quelque chose de nouveau par rapport à l'année dernière où on n'avait que le Beyfortus, qui a été d'ailleurs, enfin, bref, qui n'a pas permis d'être donné à tout le monde parce qu'il y a eu, autant les gens ont peur des vaccins, autant ils n'ont pas eu peur de ça, ce qui n'est pas un vaccin, on est tout à fait d'accord, et qui, dans l'esprit des gens, était quand même un peu présenté comme un vaccin. On fait une injection, on protège le bébé. Je pense que pour tout le monde, c'était, bah, c'est un vaccin, alors que le mécanisme n'est pas le même. Donc, il y a eu une telle engouement, entre guillemets, si on peut dire, que même les services de pédiatrie à l'hôpital étaient débordés et n'ont pas pu, voilà. ouais. Il y a quand même enfin, il y a quand même certains événements qui font qu'on va privilégier l'une ou deux des options. Alors peut-être, il y a le désir de la maman qui a peut-être pas envie de se faire vacciner. Moi, j'ai le cas d'une patiente que je suis. On lui fait vacciner déjà la coqueluche. Il y a le Covid, il y a la grippe. Ouais, elle m'a fait comprendre que franchement, Elle celui-ci, préfère bon piquer son quoi. bébé. Voilà. Donc voilà. Mm. Après, il y avait des histoires de si, peut-être facteur de risque d'accouchement prématuré, on évitera peut-être la De vaccination de la vacciner, maman. de vacciner la maman. Ça peut rentrer en ligne de compte. C'est vrai que toute stimulation immunitaire peut être aussi un accélérateur, en effet, mais puis je te dis, il y a aussi la problématique du délai entre la coqueluche et ce vaccin à Brisevaux. Voilà. Mm. Mm, mm. Le port de lunettes de protection.
Oui, ça reste toujours. Je pense qu'on a été excessif avec le Covid au début, puis que c'est resté. Surtout en cas L'aérosolisation, d'exposition et d'aérosolisation. Mm. ça, ouais. Alors, 5 Ça jours de dure. Je précaution contact pour grippe VRS, 14 jours. pense que c'est des questions sur les durées de précaution. Bah, Bah, le tableau que tu nous avais un peu montré. bah oui. Combien de jours de port de masque pour le professionnel? Bah, je comprends pas la question. C'est-à-dire que la personne, elle a eu un Covid, elle est isolée, bah, c'est en contact le temps de. C'est-à-dire que cette personne-là, elle risque éventuellement d'émettre encore. Donc, de toute façon, ça va être tout le temps d'être en contact avec cette personne qui n'est pas sortie des 14 jours. Enfin, je sais pas. Ah, c'est le Ah, professionnel le qui est professionnel malade. Covid, il vient travailler. Eh ben, le professionnel Covid, il vient travailler. Eh ben, normalement, c'est 7 jours, non? Mm. Ouais, habituellement jusqu'à qu'il n'y ait plus de symptômes. Sauf s'il continue à tousser, à crachouiller, même si éventuellement il sera beaucoup moins virémique, hein. Donc, on reste beaucoup plus là aussi sur protecteur pour le patient. Mais en effet, je pense qu'au bout de 7 jours, on estime que. Voilà, oui, c'est ça. Le patient Covid, on va parler de 14 jours parce que je pense qu'on est face aussi à des gens soit plus fragiles, soit hospitalisés. Donc, on fait ceinture et bretelles et probablement qu'on étend la durée de protection et d'isolement un petit peu plus par rapport à quelqu'un qui est en ville et quelqu'un qui est professionnel, hein. C'est aussi une histoire de gestion des ressources humaines. Mais quand même, probablement qu'au bout de 7 jours, en effet, si on refait travailler les gens, s'ils sont plus symptomatiques, c'est quand là aussi, même s'ils ils seront beaucoup moins virémiques de toute façon, donc beaucoup moins à risque de transmission. On va essayer pour les durées de maintien des précautions complémentaires de refaire un document synthétique parce que il y avait un établissement qui avait demandé ça et ça allait au-delà en fait des principaux virus présentés là par Fabienne. Donc on va refaire une fiche synthétique qu'on mettra sur le site du CEPIAS. On a eu des questions pour Coqueluche, on a eu des questions, on comprend. Après, je sais pas, je rebondis sur l'actualité. C'est vrai qu'on a vu passer, fait par la mission nationale Matisse, l'application Bug Control. Ouais, Donc, je sais pas si vous avez pu voir. En fait, c'est pas mal fait. En fait, ça reprend chaque type de germe et les types de précautions à mettre. Et il y a un petit rationnel, durée, quel est le mode ouais, c'est bien dangerosité et la ça. durée aussi des précautions complémentaires qui reprennent un peu les recommandations officielles. Ouais, Donc, c'est ça peut C'est aider. c'est exactement ça, mais ça, du coup, c'est plus pour les OH. Et là, la question, c'était pour avoir déjà un truc tout préparé pour Les les professionnels établissements. terrain, si tu veux. Mais effectivement, que Bug Control, à cet égard, est très bien pour, en complément de toutes les fiches qui peuvent être diffusées sur Efficat. Je pense que c'est un bon complément. C'est très synthétique, c'est disponible sur n'importe quel store. Et voilà, c'est quelque chose qui est un outil pour les OH sans discuter. Très, très, très bien. C'est quelque chose, alors on avait passé l'information, je ne sais pas si tout le monde l'a eu, ça a été développé par le CPS Nouvelle-Aquitaine en lien avec le CHU de Bordeaux. Donc, si c'est pour répondre à la question de Marie, la coqueluche fera aussi sur le document, bah oui. Même s'il y a eu aussi sur le site du CEPIAS un petit flash actu coqueluche qui vous résume un petit peu tout quand même, hein. Moi, je voulais juste rajouter que dans les établissements, c'était compliqué de maintenir les précautions pendant 10 jours. Et la plupart du temps, au bout de 5 ou 7 jours, les précautions sont déjà levées.
Mais oui, c'est comme tout, hein, c'est comme la vaccination, où il y a un épuisement de tout ça, et puis probablement aussi que les chiffres que l'on a sur les vaccinations dans les EHPAD, on est probablement sous-évalués aussi, possiblement. Et puis après, on peut comprendre, on est face à, malgré tout, enfin, c'est compliqué, on est quand même face à un virus qui circule, ok, mais qui devient, heureusement, on ne remplit plus les réanimations, même si on en remplira encore, hein, même si on aura toujours des gens qui font des formes dramatiques. On voit bien qu'on a une virulence qui est un peu moins importante et que ça continue, ça redevient entre guillemets un virus, ben voilà, un coronavirus, quoi, avec j'ai le nez qui coule, j'ai la crève, j'ai mal à la tête, et puis ça va, quoi. Donc c'est de plus en plus compliqué, je pense, en effet, de motiver les gens ou les familles des personnes âgées pour les vacciner comme ça tous les 3 mois, hein. C'est vrai que ça paraît un peu agressif. On sait aussi, malheureusement, voilà, qu'ils ne protègent pas aussi bien que prévu, quoi, hein. Mm. Donc, Mais ça peut venir aussi de certains médecins qui pensaient pas que c'était aussi long. oui, Voilà. oui, 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 oui. Eh bien, s'il n'y a plus d'autres questions, on va peut-être lever la séance, si on peut dire. Donc, du coup, je crois que le webinaire, donc il est enregistré, il sera disponible sur le site du CEPIAS si jamais vous voulez donner l'info à d'autres personnes qui n'ont pas pu se loguer. Et puis, on est toujours à disposition. 6 questions. Merci bien, Fabienne. Bon après-midi à tous. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.